Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 127 de la saison 5. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçu dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. L'inceste reste un fléau qui détruit beaucoup de vies, mais aussi beaucoup de familles. Ces dernières années, lumière a été faite sur les violences sexuelles au sein de la cellule familiale, avec des chiffres terrifiants. Selon la Civise, dirigée par le juge Édouard Durand, il y aurait entre 5 et 6,5 millions de Français et Françaises victimes d'inceste, ce qui équivaut à 1 personne sur 10. On avance même parfois le chiffre d'1 enfant sur 5. Ce mal, qui ronge de l'intérieur toute victime qui y est exposée, reste une déflagration à plusieurs niveaux. Hélène Romano est psychologue, spécialiste du trauma et de l'inceste. Elle a coécrit « Inceste, quand les mères se taisent » avec Karine Dufour. Ensemble, elles se sont intéressées à ce mécanisme complexe qui ajoute au premier traumatisme. Le silence et le déni de la figure d'attachement principale restent parfois la plus grande violence pour les victimes. Dans cet épisode nécessaire qui met en lumière ces mères qui ne savent pas protéger, ces mères qui n'ont pas réussi à devenir maman, Hélène Romano explique avec beaucoup de clarté et d'intensité la difficulté pour les victimes à se relever et à comprendre un monde dans lequel le repère, censé être sécurisant, ne les a pas protégées. Nous parlons des mères ici parce que plus de 90% des agressions sont commises par des hommes. Cet épisode peut évidemment être difficile parce qu'il remue et nomme des horreurs que notre société refuse de voir. Prenez votre temps pour l'écouter, peut-être envoyez-le à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces paroles. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier livre qui est sorti, donc Inceste, quand les mères se taisent. Déjà, est-ce qu'on peut reprendre, ce que vous faites d'ailleurs dans l'introduction du livre, la définition de l'inceste ? Alors, l'inceste a une définition qui a évolué dans le temps, c'est très important de le dire. Elle a une définition à la fois historique, sociale, juridique, culturelle, c'est extrêmement variable, mais au niveau juridique, l'inceste, c'est tout acte, toute transgression en termes de relationnel, de nature sexuelle, entre des membres d'une même famille, pour faire simple. Après, ça a évolué dans le temps, parce que le terme de la famille a évolué dans le temps, ça évolue selon les sociétés, tout le monde ne fait pas famille de la même façon, culturellement, enfin, il y a tous ces enjeux-là, mais c'est tout acte de nature sexuelle au sein d'une même famille. C'est interdit par la loi, c'est une transgression majeure. Alors vous êtes psychologue spécialisée dans le trauma, mais aussi dans l'inceste. Pourquoi est-ce que vous vous êtes tournée vers ce sujet qui reste très tabou dans notre société et qui est pourtant très présent ? Parce que j'ai constaté les dégâts de ce silence et du décalage, en fait, et c'est ce qu'on essaye de montrer avec Karine dans le livre, entre il faut parler, donc on a l'impression que la parole est libérée, en plus surtout depuis #MeToo et toute cette période-là, mais la parole, elle est souvent dans le vide. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous vous condamnez quelque part, d'une certaine façon, à être mis sur le côté par la famille, ça c'est sûr, parce que vous allez dénoncer, révéler
une transgression majeure et que vous êtes le témoin pour la famille de cette transgression majeure. Donc, c'est une blessure sur la blessure. Donc ça, moi, j'ai pu le constater depuis des années chez des enfants, chez des adultes, à tous les âges de la vie. Et j'ai pu constater à quel point les mères, pour prendre l'exemple des mères, et statistiquement, il y a plus de mères qui sont dans le silence face à l'inceste que de pères, statistiquement, les auteurs étant principalement des hommes, des pères, des grands-pères. Enfin, ça a été confirmé par de nombreuses études. Donc, de voir à quel point la mère, qui est cette figure d'attachement, cette figure fondamentalement protectrice pour l'enfant, quand elle ne l'est pas, ça vient créer une autre blessure. Et face à l'inceste, c'est une blessure qui, pour certaines victimes, est presque pire. C'est-à-dire que ça pourrait réhumaniser quelque chose, et au contraire, ça expulse encore plus de tout lien d'humanité les victimes. Dans votre livre, vous avez utilisé un terme qui m'a interpellée, mais que je trouvais très approprié. Vous dites que l'inceste, c'est un génocide identitaire. Oui, alors c'est un terme qui a fini par être validé par les collègues au niveau des publications. Moi, je publie pas mal et vous avez des publications scientifiques validées par des comités de lecture et d'autres qui sont plus du grand public. Mais ça posait un problème d'associer inceste avec génocide. Les collègues disant non, moi, tu vas un peu fort quand même, c'est quand même pas la même chose. Mais l'inceste, ça vous attaque dans votre corps. Il y a des conséquences majeures dans le corps, plus ou moins visibles. Mais c'est une agression corporelle, comme la maltraitance, mais encore plus là au niveau intime, au niveau sexuel. Et c'est une attaque filiale, de la filiation, de quelque chose qui est extrêmement difficile à décrire, qui est comme un poison psychique, et qui est une façon de détruire l'individu. C'est un crime génocidaire, l'inceste. C'est à vie, vous avez été victime d'inceste, vous pouvez 20, 30, 40 ans plus tard en souffrir encore. L'auteur est peut-être mort, mais ça reste dans votre corps, dans votre tête, les cauchemars, tous les troubles post-traumatiques, c'est un temps hors temps. Donc, ce terme-là, je l'ai utilisé, mais alors, il a déplu à certains collègues, on dit on peut quand même pas comparer. Alors, il s'agit pas de faire une échelle comparative des horreurs traumatiques qui peuvent être vécues par les uns et par les autres, mais je pense de bien nommer les choses. L'inceste, c'est un crime au niveau pénal, c'est considéré comme tel, et ça attaque l'identité, ça attaque le corporel, ça attaque la filiation. Vous disiez que vous l'avez constaté, vous, dans votre pratique, et c'est pour ça que vous vous êtes intéressé spécifiquement à ce sujet, et donc vous avez écrit un livre, qu'il y a très très souvent ce silence chez les mères. Et vous expliquez que dans ce livre qu'on ne peut pas dresser un profil type, un archétype d'une mère. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on ne peut pas ? Pourquoi il n'y a pas une récurrence dans les comportements et qui expliquerait, qui pourrait donner un sens quelque part à ce silence ? Alors, c'est une très bonne question. Dans les études, les rares études en effet qui ont été faites sur ce sujet, on a essayé de voir le lien commun à ces mères qui restent silencieuses. C'est très souvent des mères qui, majoritairement, je ne parle pas des mères agresseurs, mais des mères silencieuses, c'est encore autre chose, qui est le sujet de notre livre. Majoritairement, ce sont des mères qui ont grandi elles-mêmes dans un contexte où les repères, les limites, le respect n'étaient pas véritablement bien transmis, donc qui ont été très fragilisées dans leur fonction maternante. Ça, c'est un lien commun pour des raisons variables. Elles ont elles-mêmes vécu des situations incestueuses, elles ont été dans des familles malveillantes, maltraitantes, elles ont un compagnon ou un statut social où elles sont très dépendantes et sous emprise. Donc, elles sont dans leur capacité maternante en très grande souffrance. Ça, c'est le lien commun. Après, les causes de ce lien de souffrance, dans les liens d'attachement avec leur enfant, sur ce que je dis, le côté être maman, protectrice, sécurisante, il s'explique selon les cas, et on a des profils différents, un certain nombre de femmes qui ont elles-mêmes été victimes d'abus et qui ne peuvent pas, dans la rencontre avec leur enfant, alors des fois, elles ont plusieurs enfants, ça va très bien avec certains, pas du tout avec d'autres, ou avec un. Ça, c'est assez fréquent parce que cet enfant résonne par rapport à leur propre histoire. On a des femmes qui ont été sous emprise et qui sont sous emprise, des femmes qui n'ont pas intégré les interdits et le respect qui doivent exister. Si l'inceste a eu lieu, c'est qu'à un moment donné, la loi, cet interdit fondamental du respect du corps de l'enfant, n'est pas intégré par les membres de la famille, parce que l'inceste, ça peut être commis par un père, un grand-père, un oncle, un frère, des fois une sœur, une mère, là, c'est pas l'objet du livre, mais il y a quelque chose dans le lien commun à la fonction maternante qui
est en échec, ça c'est sûr, mais il est en échec pour des raisons différentes. D'accord, donc elles ont toutes ce socle de... Elles ne savent pas être mère... Maman. Être maman protectrice. Oui. Elles ne savent cette définition-là de base parce qu'elles-mêmes, en tant qu'enfants, on leur a pas expliqué le consentement, le respect d'elles-mêmes et de ce qui est OK ou pas OK, en fait. Alors, oui, et c'est à la fois encore plus complexe, c'est-à-dire que l'instinct maternel, on sait aujourd'hui qu'il n'existe pas, ça se co-construit être maman. Être mère au niveau administratif, c'est relativement facile. Par l'adoption ou par des relations sexuelles, tout à chacun, sauf si les stériles, peut être mère. Mais être maman en capacité de protéger, de sécuriser son enfant, c'est un tissage de liens extrêmement complexe qui se nourrit aussi de ce que ces femmes ont été, ce qu'elles ont reçu, ce qu'elles n'ont pas reçu. Et dans les cas des mères silencieuses, on a des mères qui très souvent n'ont pas cette capacité à être maman. Mais on a des victimes d'inceste qui arrivent à être maman. Donc, ils vont récupérer par des biais très variables et extrêmement complexes certaines fois, cette ressource à pouvoir protéger. D'accord. Ça vient d'où la complexité de ce sujet? Vous l'expliquez bien dans le livre, mais que la déflagration, elle est immense dans une famille et qu'on préfère protéger la famille que son enfant. Ça paraît fou quand on le dit comme ça, mais pourquoi est-ce que la place de la famille, elle est aussi importante par rapport à l'intégrité physique et psychique d'un enfant? Alors, la famille, de façon anthropologique, dans toutes les sociétés, elle est fondamentale parce qu'elle fait corps, c'est le groupe. Alors, la définition de la famille n'est pas forcément la même dans nos sociétés industrielles que dans les sociétés traditionnelles, mais le groupe, c'est ce qui permet de survivre face au monde extérieur. Donc, le groupe est extrêmement important. Dans nos sociétés occidentales, la famille a été très marquée par la dimension religieuse aussi pendant très, très, très longtemps, du père, de la mère. On voit d'ailleurs les évolutions dans les modèles familiaux de papa, de maman, à quel point notre société a du mal et à quel point ça peut être compliqué à se représenter. Mais un enfant tout seul, il peut pas exister. Il a besoin d'un adulte pour l'aider à grandir, l'aider à avoir envie d'apprendre, l'aider à se construire, à être protégé. Tout seul, il survit pas, un enfant. Dans l'espèce animale, un bébé, c'est probablement un des seuls qui peut pas survivre s'il n'y a pas un adulte pour prendre soin de lui. Donc la famille, elle est fondamentale. Et quand il y a une révélation d'inceste, alors l'inceste, c'est par rapport à des maltraitances physiques, encore une fois, sur les échelles d'horreur, c'est toujours difficile d'aborder ces sujets-là, mais l'atteinte sexuelle, l'atteinte corporelle de l'intimité est très particulière par rapport à une atteinte extérieure de coups, par exemple, qu'un enfant pourrait recevoir. Et quand un enfant va dénoncer ce crime, va révéler ce crime, il va pointer le dysfonctionnement familial. Et du coup, il devient un mauvais objet. En psy, on parle de victime expiatoire, le paratonnerre. Il est celui qui rappelle le dysfonctionnement. Donc, c'est très fréquent dans les familles où il y a eu des cas d'inceste ou des situations qui ressemblent à de l'inceste. L'enfant a été agressé par quelqu'un qui faisait autorité dans la famille. C'est très fréquent que les fratries, par exemple, puis après, plus tard, les neveux, les nièces, etc., considèrent que la victime d'inceste est folle, est mythomane, raconte n'importe quoi. On préfère exclure. Le fait d'exclure le mauvais objet, le maillon faible, il y a d'ailleurs des émissions qui reprennent ce terme-là, c'est pour maintenir l'équilibre, l'homéostasie du groupe familial. Donc, celui qui rappelle la transgression, c'est insupportable. Donc, il vaut mieux le détruire psychiquement, l'anéantir, l'expulser du groupe familial. C'est ce que vous expliquez. Il y a une histoire qui m'a marquée où la mère, elle est maltraitante, mais c'est pas elle qui fait subir l'inceste, mais elle préfère détruire sa fille plutôt que de la sauver parce que ça lui renvoie trop fort son image de mauvaise mère. De mère défaillante. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'enfant qui va révéler avoir subi des violences sexuelles en intrafamilial ou l'équivalent, je pense à des gens qui sont très proches, à des amis proches de la famille, l'enfant qui révèle ça, il pointe à la mère pour le coup, ou des fois aux parents quand le père n'est pas mis en cause, leur défaillance. Et c'est pas supportable. Il y a des parents qui sont en capacité de protéger, ils sont très très rares. Et il y a des parents qui ne supportent pas. Donc ils peuvent être ambivalents. Un coup je te protège, un coup je te protège pas.
Ou alors, des années plus tard, maintenant, ça suffit. Faudrait parler d'autre chose. C'est vieux, c'est long, tu rumines le passé, on passe à autre chose. Ou voilà, c'est des situations qui empoisonnent véritablement psychiquement la vie des victimes de façon définitive. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont condamnées, mais la souffrance fait partie de leur vie. Cette souffrance-là, elle est là, elle s'efface pas, elle s'apprivoise. On peut tout à fait vivre, mais c'est une véritable violence et les familles ne le supportent pas. Donc, il faut expulser, il faut détruire. Alors, on détruit, soit on conduit au suicide, soit on conduit à des conduites à risque. Les victimes d'inceste, il y en a quand même beaucoup qui se suicident, qui terminent dans la prostitution, dans l'addiction, diverses et variables. Soit on va l'expulser en disant que la personne est folle, la personne est mythomane, la personne... Et la majorité des victimes d'inceste se retrouvent seules, mais on voit sur d'autres cas de victimes. Je vais prendre Natacha Kampusch, qui a été un cas très médiatisé. Quand elle est sortie, cette jeune fille qui a été pendant près de 10 ans victime d'un pédophile, quand elle est sortie, elle a fait pas mal de médias et aujourd'hui, elle vit sous la sécurité de la police parce que au début, il y a eu beaucoup d'empathie et puis après, beaucoup de rejet. On veut plus entendre parler de ça. On veut plus entendre son histoire. Et elle a reçu des lettres de menaces, des lettres absolument épouvantables parce qu'elle est le témoin de l'horreur absolue. Quand vous avez survécu à l'inceste, vous êtes le témoin que la violence, la barbarie absolue existe. Et pour une famille, c'est insupportable. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la relation à la mère dans l'inceste, c'est capital ? Pourquoi est-ce que pour les enfants, ce repère-là a une importance plus forte que le reste ? La place de la mère, alors dans les sociétés occidentales, parce que dans les sociétés traditionnelles, il y a souvent des co-mères, d'autres femmes qui ont le rôle de la maman, mais les études que l'on a faites, les rares études sont dans les sociétés occidentales. On a constaté que les victimes devenues adultes qui vont le moins mal psychiquement sont celles pour lesquelles la mère s'est d'emblée positionnée. Soit je te crois et je fais tout pour te protéger. Elles sont très très rares, on pourra en parler. Soit je te crois pas, c'est de ta faute, tu l'as cherché, ou tu as bien eu ce que tu voulais, et de toute façon, tu fais plus partie de ma vie. Dans un cas, l'enfant, il y a les troubles post-traumatiques liés aux violences sexuelles qui sont subies, mais la mère assure la protection. Dans l'autre cas, les troubles liés aux violences sexuelles et le deuil d'une mère qui est à faire, mais au moins on n'a plus rien à en attendre. On sait que c'est comme ça. Je pense à des mères qui se remettent en couple avec l'auteur d'inceste ou qui gardent comme amis les gens qui ont agressé sexuellement leur enfant. Et puis il y a des mères qui sont un peu culbuto. Un coup je te protège, un coup je te crois pas. Quand ça m'arrange, voilà, au début je te crois, puis après je te crois pas, et puis bon. Et ça c'est extrêmement instabilisant. Alors pourquoi la mère elle est aussi importante, c'est que dans nos sociétés, la figure d'attachement principale actuellement est la maman. Alors dans les couples où il y a deux papas, ça peut être le papa, mais statistiquement c'est la maman. Elle a un rôle fondamental parce que c'est souvent la première figure d'attachement, c'est elle qui porte le bébé, c'est elle qui souvent apporte les premiers soins au bébé. Donc, il y a quelque chose de très particulier dans les liens à la maman. Mais il y a des femmes qui n'arrivent pas à établir ce lien-là. Donc, quand un enfant n'est pas protégé par sa mère psychiquement, c'est-à-dire que la mère qui apprend qu'il y a eu inceste ou violence sexuelle de nature incestueuse, dit à l'enfant, mais bon, voilà, c'est bon, tu mens, passe à autre chose, ça va bien. Elle se positionne pas comme maman. Et ça, c'est extrêmement destructeur pour une victime d'avoir comme adulte de référence quelqu'un qui n'est pas en capacité de se positionner comme protecteur. Et c'est d'autant plus déstructurant que socialement, on en parle dans le livre, on idéalise beaucoup la figure maternelle. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a autant de difficultés à parler de ça, de la difficulté à être mère. Il y a quand même quelques personnes qui osent le dire maintenant à des actrices qui disent à quel point c'était compliqué d'être maman, qu'elles voulaient pas être mère. Mais socialement, c'est très mal vu. C'est comme si elles étaient monstrueuses. Mais si elles se sentent pas en capacité d'être maman, en effet, souvent mieux qu'elles confient l'enfant à quelqu'un d'autre plutôt qu'elles le maltraitent ou qu'elles le malmènent. Mais on a des femmes qui gardent l'enfant, le maltraitent, le malmènent ou l'abandonnent psychiquement à l'agresseur sexuel qui peut être le père ou quelqu'un qui fait autorité. En fait, pour les victimes enfants, c'est la double peine. Tout à fait. Et souvent, quand ils deviennent adultes, la douleur des troubles post-traumatiques liés aux violences sexuelles reste là. Mais ne pas avoir une mère qui soit en capacité de reconnaître
même longtemps après, c'est une vraie violence. Là, j'ai une patiente qui a 60 ans, qui a sa mère qui est en EHPAD, qui a encore toute sa tête. Elle est en EHPAD pour des raisons physiques, parce qu'elle est plus du tout mobile et en capacité de vivre seule. Et ça doit faire 40 ans qu'elle espère que sa mère finisse par comprendre. Donc, elle va la voir régulièrement. Elle lui dit, mais pourquoi t'as laissé faire? Il y a un témoignage comme ça, mais c'est fréquent qu'on ouvre la porte, qu'il voit, qu'elle ferme la porte. C'est très fréquent dans les situations d'inceste. On se dit, mais comment c'est possible? Un parent, un tant soit peu aimant, il intervient, il arrête l'auteur, il va faire en sorte que ces violences cessent. Non, là, elle referme la porte. Et c'est des choses qui arrivent fréquemment dans ces situations-là. Donc, cette femme-là, elle est âgée, ma patiente est âgée, mais elle espère encore et encore. Et je pense que jusqu'à la mort de sa mère, elle espère que sa mère finisse un jour par être maman. Donc, la mère dit, oui, t'as été violée, mais bon, voilà, c'était il y a longtemps, c'est notre époque, arrête d'en parler, tu gâches la fin de ma vie. Donc, ça culpabilise beaucoup, donc c'est vraiment cette double peine. Il faut faire le deuil d'une mère qui est encore en vie, c'est très compliqué. Donc, souvent, ces victimes sont dans des quêtes désespérées de retrouver leur maman ou de trouver leur maman. Mais c'est une quête dans le vide. Ce sont des femmes c'est pas qu'elles ne veulent pas. Psychiquement, elles ne peuvent pas. Il leur manque une case. La case d'être maman. Alors, c'est très complexe, mais c'est une réalité. Il y a des rares cas, on l'avait vu avec des collègues de mères qui ont été dans ces situations où elles n'ont pas protégé leur enfant, qui font un travail thérapeutique, et en thérapie familiale, on essaye de décrypter. Mais c'est exceptionnel, parce que ça nécessite de bouger, et beaucoup de mères préfèrent rester dans leur positionnement, parce qu'elles risquent de s'effondrer autrement. Donc, c'est un vrai souci. En gros, pour ces mères-là, quand elles sont témoins, par exemple, clairement d'un inceste, l'histoire que vous décrivez, je crois que c'est un grand frère qui, en plus, c'est un de ses enfants sur son autre enfant, donc il y a encore une dimension particulière. Elles sont dans la dissociation, dans la sidération, dans le déni, pour ne pas câbler et se dire problème, là, c'est pas normal et je dois protéger. Alors, c'est difficile de vous répondre parce qu'on n'est pas là à ce moment-là. Bien sûr. Et pour pouvoir qualifier leur comportement, il faudrait être présent à ce moment-là. Donc, on se base plus sur ce qu'elles diront, ces mères, quand elles parlent. Des fois, quand il y a des enquêtes, des procès, mais c'est une reconstitution de leur discours, de l'attitude qu'elles ont eue au moment des faits ou du vécu de la victime. Donc, il y a toujours un biais important. Il y a probablement une partie des mères qui sont complètement prostrées, qui ont du mal à intégrer ce qui se passe, qui referment la porte et il s'est rien passé, comme un déni. En effet, le déni, ça s'est passé, mais ça s'est pas passé. Il y a des femmes qui peuvent être dissociées aussi, genre un court-circuitage psychique. Et la dissociation fait qu'à un moment donné, quand même, je vais réintégrer la réalité. Et elle devrait, à un moment donné, quand même être en capacité de dire non, mais bon, là, j'ai quand même manqué à mes obligations de te protéger et demander simplement pardon à son enfant. Mais elles sont exceptionnelles à le faire. Et puis, il y a des femmes, alors c'est plus rare, mais ça existe aussi, qui ont subi des violences sexuelles et qui ont des enfants, et je pense en particulier qui peuvent avoir une fille, et parce qu'il y a la projection, et cet enfant est la part souffrante d'elle-même. Donc, quelque part, ça va être monstrueux ce que je vais dire, mais c'est ce qu'on entend en thérapie, elles sont bien contentes que leur enfant soit agressé, comme elles l'ont été. Et voire même, elles vont exposer leur enfant. Je pense à des parents qui vont confier leur enfant à des couples de pédophiles. On ne confie pas ses enfants à des couples de pédophiles. On sait que le couple est pédophile, on ne va pas les confier parce que la paroisse nous a dit oui, ils sont disponibles, mais quand même, on vous prévient juste, ils ont été emprisonnés pour pédophilie. Bah non, on ne confie pas ses enfants à un couple de pédophiles. Vous avez des parents qui vont le faire. Donc là, on se dit, mais ça ne va pas, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont confier leur enfant ? Et très souvent, dans les expertises ou dans les analyses d'histoire personnelle, qu'est-ce qu'on va repérer ? C'est que cet enfant, et des fois, c'est pas tous les enfants de la fratrie, c'est un enfant réactif chez le père, la mère, quand ils sont pas auteurs, mais quand ils vont confier, ou quand ils vont être dans le silence, quelque chose de leur propre histoire. C'est leur part d'eux-mêmes en souffrance. Donc, eux, ils ont souffert, cet enfant a à souffrir. Et il est là pour être le porte-douleur de leur propre traumatisme. Alors, c'est très complexe à expliquer, mais ça permet aussi de comprendre que certains parents, donc j'ouvre la porte, je vois, je referme la porte,
ou qui font en sorte que leur enfant soit agressé. Je pense à ces parents qui confient leur enfant à des gens connus pour être pédophiles. Si vous voulez pas que votre enfant soit agressé par un prédateur sexuel, vous ne confiez pas à un pédophile. Sinon, faut pas s'attendre à autre chose. Et en tout cas, ça, c'est des choses que l'on constate. Et souvent, dans les histoires de ces parents-là, il y a un passif de violence sexuelle qu'ils ont subi. Dans le livre, vous évoquez ce terme, la désaffiliation. Oui. Ça aussi, c'est une autre conséquence de l'inceste. Et ça veut dire quoi, la désaffiliation, pour un être humain qui a besoin d'être inclus dans le groupe et qui doit survivre dans le groupe? Ça signifie une double mort? Ça signifie encore Alors, ça signifie une autre beaucoup de peine? choses. La filiation, c'est ce qui fait que je suis le fils, la fille de mon père, de ma mère, ou le père, la mère de mes enfants. C'est l'inscription dans une généalogie entre générations. La filiation, elle, apostrophe, s'affilier à, faire du lien à, donc il y a les deux dimensions qui sont importantes, c'est d'arriver à créer du lien avec les autres. Et les victimes d'inceste qui ont été... Alors, ça dépend de la durée des actes, ça dépend de l'âge des actes, ça dépend de l'auteur. Si c'est un lointain cousin ou si c'est un père, c'est pas tout à fait la même dimension en termes de conséquences. Mais il y a quelque chose qui est attaqué parce que c'est quelqu'un de ma famille. Au niveau de la filiation, il y a quelque chose qui est en très grande souffrance. Et il y a quelque chose au niveau de l'affiliation qui est aussi mis en souffrance, c'est que ces enfants victimes d'inceste vont avoir beaucoup de mal à créer du lien avec les autres, à être en lien avec les autres, parce que soit c'est une peur terrible, et c'est des gens qui se mettent un peu en retrait, qui ont beaucoup de mal, soit ils ont, un peu dans une loi du tout ou rien, ils aiment tout de suite tout le monde, ils font tout de suite confiance aveugle à tout le monde, et ils n'arrivent pas à trouver la bonne distance, le bon ajustement. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dans le décodeur, on va dire relationnel, que normalement les parents transmettent à leur enfant. Et on voit bien, c'est d'ailleurs un des témoignages, le témoignage de la maman dans le livre, qu'on a des victimes d'inceste dans l'enfance qui se remettent avec des hommes pervers qui vont être agressifs sexuellement avec ces mères et qui vont incestuer, agresser sexuellement leur enfant dans une sorte de répétition parce qu'aveuglement, elles n'ont pas vu les gens pervers perçoivent très bien, comme une sorte d'aimant, ce qu'il en est aussi des personnes susceptibles d'être victimes. Donc, il y a quelque chose qui va s'intriquer, qui va les piéger dans leur comportement. Ces enfants victimes d'inceste n'ont pas eu les codes pour se protéger, pour repérer ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui se fait pas. Moi, j'ai encore en consultation des fois des femmes ou des hommes qui ont 40, 45 ans qui décrivent leur enfance avec des actes qui étaient... Alors, incestuel, c'est un comportement, c'est une ambiance. Il n'y a pas de passage à l'acte, mais de choses qui sont complètement dysfonctionnelles et qui, dans le début de leur âge adulte, se sont mis en danger sexuellement par des comportements très exhibitionnistes, multiplication de partenaires, voire des agressions, mais qu'ils n'arrivent pas à qualifier comme agression parce qu'ils n'ont pas les codes de décryptage. Et les codes, ils sont transmis par les parents. Donc nous, en tant que parents, on peut, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, mais instaurer un climat incestuel. Donc ne pas montrer à nos enfants qu'on respecte leur intimité, qu'il y a des limites entre leur corps, le nôtre, et sans qu'il y ait la violence sexuelle telle qu'elle, mais qui du coup modifie le curseur de ce qui est normal ou anormal. Alors, un parent qui psychiquement est sain, ne fait pas ça, oui. Normalement, il n'y a pas cet enjeu-là de l'incestuel. Mais quand il y a passage à l'acte d'inceste, on voit qu'avant, il y avait une ambiance incestuelle. Des fois, il n'y a que l'ambiance incestuelle. Mais il y a souvent, dans l'histoire familiale, des failles dans ce qui n'a pas été transmis ou ce qui a été transmis. En effet, pas de respect des générations, pas de respect de l'intimité. Toutes ces choses-là qui ne sont pas transmises, qui créent toute une ambiance incestuelle. C'est Rakamier, qui est psychanalyste, qui avait utilisé ce terme-là pour décrire justement, c'est pas le passage à l'acte, c'est toute l'ambiance. Et quand il y a passage à l'acte, souvent il y a eu ambiance incestuelle, pardon. Et l'ambiance incestuelle, heureusement que tous les parents ne le sont pas. Des parents qui ont bien intégré les interdits vont respecter l'intimité de leur enfant, vont respecter leur intimité, pas avoir des relations sexuelles devant leur enfant, pas laisser les portes ouvertes, pas toutes ces choses-là qui peuvent témoigner que il y a des choses qui sont bien ancrées chez les parents dans les interdits, qui sont transmis dès le départ à leur enfant.
Dans ce podcast, on parle beaucoup d'accouchement et des violences sexuelles qui ressortent au moment de l'accouchement, qui est un moment assez important dans la vie d'une femme. Vous en parlez dans le livre que souvent à l'âge adulte, au moment où on devient parent, ou en tout cas quand l'enfant qu'on a atteint l'âge que la victime avait au moment des faits, ça déclenche beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que ce mécanisme il se met en place à ce moment-là ? Alors, c'est un point que moi j'ai constaté en tant que chercheur, mais sur tout type d'événements traumatiques. Je pense à des enfants qui ont assisté au suicide d'un parent petit, qui était présent au moment des attentats, pour prendre des suivis de jeunes enfants qui deviennent ados. Des périodes de grands changements dans la vie. Alors, un enfant, quand il devient adolescent, je pense à une petite fille qui avait été victime d'abus, qui avait eu tout un procès, et adolescent, elle avait peur, je cite, que son père ait mis quelque chose dans son corps et qu'elle devienne enceinte, 10 ans plus tard, dans une représentation pas du tout rationnelle, mais qui était une trace de la violence de l'inceste, longtemps après. Et c'est aussi important pour les magistrats de leur expliquer que pour les enfants qui ont été victimes petits, on a aussi des bébés qui sont victimes. Ben oui, mais c'est pas parce que ça s'est passé il y a 10 ans qu'ils sont plus blessés psychiquement. Parce qu'on a des magistrats qui vont dire, bon, peut-être qu'en effet, il s'est passé des choses un peu, on n'a pas les preuves, on sait pas trop, peut-être un peu limite, ou peut-être même on a des fois des pères qui ont été condamnés, mais 10 ans plus tard, qui demandent à revoir leur enfant comme si c'était un objet, et des magistrats qui accordent, sans comprendre que l'enfant peut continuer d'être blessé psychiquement dans son corps, et que la priorité, c'est l'enfant. Et les magistrats vous diront, mais c'est le père quand même, il a quand même le droit de voir son enfant. C'était il y a 10 ans quand même, maintenant c'est passé. Non, ça passe pas. C'est-à-dire que quand on dit le traumatisme sexuel ou autre se répare, c'est vraiment une erreur de dire ça aux gens. Ça s'apprivoise. Ça se répare jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'on est condamné. Ça s'apprivoise. Et ça veut dire que ça peut se réactiver à des moments de la vie où il y a des changements. Le changement du corps, l'adolescence. On sait qu'il y a souvent une période de mouvement, alors qu'il peut être très, très positive. L'adolescence, c'est pas une maladie, mais qui peut être source aussi de réactivation. La grossesse, pour le papa comme pour la maman. Il y a Monique Bydlowski, qui est psychanalyste, qui a utilisé ce terme de transparence psychique. C'est un temps du fait du changement de statut, je deviens parent, mes propres parents deviennent grands-parents, ou c'est mon premier et mon deuxième. Je change, le changement dans le corps, vécu par la mère, mais du côté des papas, c'est aussi des enjeux aussi un peu similaires. Il y a des choses qui remontent du passé, de la place que j'ai eue comme enfant de mes parents, et de la place que mes parents avaient à l'égard de moi comme enfant. Tout ça qui, de façon plus ou moins consciente, revient et peut faire vraiment souffrir quand il y a eu des traumatismes. On a des mamans ou des papas qui vont s'effondrer en cours de grossesse, certaines fois même des grossesses qui sont souhaitées. Quand elles apprennent, je pense à des mamans ou des papas qui apprennent que leur enfant est une fille, elles ont trop peur qu'elle soit violée, ou un garçon, elles ont trop peur que l'enfant les viole de façon tout à fait fantasmatique, mais qui vraiment les paralyse. Et un autre point qu'on voit aussi souvent, alors il n'y a pas d'études, mais pour avoir supervisé des sages-femmes, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement, de femmes qui demandent des césariennes sans raison médicale, qui insistent. Et c'est très important de comprendre, parce que moi en thérapie, j'ai beaucoup de mamans enceintes qui veulent des césariennes parce qu'elles ne veulent pas que leur enfant soit souillé par le passage par voie basse, par voie naturelle. Alors, c'est pas du tout rationnel, c'est pas, voilà, mais il y a quelque chose qui reste. Donc, ça, on sait que la grossesse est une période à haut risque de réactivation, de vécu traumatique de nature sexuelle, mais aussi, je pense à des deuils violents qui sont souvent banalisés, des conséquences chez les enfants et qui peuvent revenir à ce moment-là. Et quand leur propre enfant a l'âge qu'elles avaient ou qu'ils avaient, bah, souvent, il y a des choses qui reviennent. On a aussi vu dans les études, entre autres, il y a eu une étude universitaire qui est la seule qui n'a jamais été faite, que j'avais co-dirigée avec Régine Sell et qui a été faite par Soraya de Moura Frères, qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé pour les témoignages, recueillir les témoignages de l'ouvrage, qui avait été faite avec un comparatif de victimes prises en charge dans des foyers classiques, des victimes prises en charge par une association qui s'appelle l'Association des Docteurs Bru, qui est la seule en France à proposer des lieux d'accueil dédiés, un lieu d'accueil, un à Paris, un à Agen, dédié aux victimes d'inceste, et d'autres victimes qui avaient parlé, mais pas prises en charge. Et les victimes nous disaient que devenues maman, c'était sur le devenir des victimes d'inceste devenant maman,
elles avaient beaucoup de mal dans les soins au corps de l'enfant, changer la couche, par exemple, où il faut nettoyer le sexe de l'enfant, cette zone où il y a eu du pipi, caca, etc. Il faut tout nettoyer. Et c'était très compliqué parce que ça réactivait des choses qu'elles avaient pu vivre. Pas les victimes, hein, hommes, garçons. Hommes et femmes, pardon. Et du coup, il y a tout un travail qui est fait par certaines structures d'accompagnement des enfants placés victimes d'inceste pour les aider avec des poupons, le nursing à gérer ce que ça réactive. Parce qu'on a aussi des fois des sages-femmes qui disent « mais allez-y, massez-le, le massage des bébés ». Mais une personne qui a été victime d'agression sexuelle et avec tout un contexte comme ça peut réactiver des choses, créer une excitation et entraîner un risque de passage à l'acte. Et certains disent que non, ils ne veulent pas toucher l'enfant. Donc c'est important de l'accompagner, ça. Donc c'est pas que un renvoi d'image de qui on a été au moment de l'agression, c'est aussi ce qu'on peut faire à son enfant, ne pas répéter et être soi-même l'agresseur en fait. Oui, il y a les deux. Il y a une très très forte angoisse et il y a souvent des mamans ou des papas qui vont déprimer. Alors les papas, des fois, ils partent à certaines périodes et quand on fait des génogrammes, des vies de famille, on se rend compte que des hommes ou des femmes ont toujours quitté le conjoint. Ils ont 4 ou 5 enfants, mais le conjoint, il a toujours été quitté au même âge. Et quand on leur demande, mais vous avez toujours quitté votre conjointe ou votre conjoint quand votre enfant a atteint 2 ans, dans votre vie, c'est passé quoi à 2 ans? Bon, pour le faire court, mais très souvent, il y a des vécus traumatiques de cette nature-là. Il y a une peur tellement grande de passer à l'acte que je préfère partir ou je préfère être quittée. Comme ça, je ne prends pas le risque d'un passage à l'acte. Donc, ça, c'est une réalité. Il y a ce que ça réactive, il y a la peur que leur propre enfant devienne aussi victime. Ce qui peut conduire à des comportements compliqués. Qu'est-ce que les victimes, elles cherchent avec leur mère quand elles demandent réparation? Elles cherchent avec leur mère, c'est-à-dire? Quand à l'âge adulte, elles vont voir leur mère pour dire j'ai été victime d'inceste. Elles attendent quoi de leur mère? Alors, très souvent, elles attendent que leur mère... C'est pas tellement qu'elles reconnaissent, parce que c'est ça qui est très violent. C'est très bien décrit par les témoignages dans l'ouvrage. La majorité des mères disent « oui, what else ?» Oui. Alors, voir où elles considèrent que l'enfant, à l'époque, tu faisais des cochonneries, ou à l'époque, c'est toi qui provoquais. Mais c'est très rare qu'elles disent « mais non, t'es folle, tu racontes n'importe quoi. » Oui, mais t'arrêtes de te plaindre. Donc, souvent, il y a le besoin de reconnaissance. Le fait que c'est existé, la plupart des mères ne le nient pas. De toute façon, les victimes ont souvent des preuves, il y a des fois même des aveux du côté de l'auteur. Mais il y a un besoin extrêmement fort que la mère demande pardon. Je suis désolée. Je te demande pardon. C'est pas j'ai manqué à mes devoirs de maman. Je suis tellement désolée. Mais ça, il y a très peu de femmes qui le font de façon authentique. Il y en a qui vont faire pour avoir la paix. Et puis, je t'ai demandé pardon, maintenant tu viens à Noël. Par exemple, je pense à une victime qui a été violée par son frère et la mère qui lui dit oui, d'accord, j'ai dit ok, il n'aurait pas dû, c'est pas bien. Maintenant, les faits sont prescrits. Tu viens quand même à Noël. Non, faut te positionner, c'est lui ou moi. Donc, il y a un besoin de reconnaissance qui est fondamental à comprendre de la part de ces mères. Et l'idée de l'ouvrage, c'est aussi que ces mères lisent le livre pour comprendre à quel point elles peuvent blesser leur enfant, que de dire, pardon. Alors, le pardon, c'est très judéo-chrétien. On entend souvent, il faut pardonner à l'auteur pour aller mieux. Alors déjà, ça sert à rien de pardonner si l'autre n'a pas demandé pardon, mais il y a des demandes de pardon, et on vit des fois très bien sans qu'il y ait de pardon. Il y a certaines fois des mères qui, pour avoir la paix, ou des fois quand elles sont vieilles, âgées, elles veulent mourir tranquillement, pardonne-moi, je te demande pardon, mais en même temps, ça sera à refaire, elle le referait. Donc, c'est pas très authentique. Et c'est souvent ça qui est demandé. Et ça, c'est exceptionnel que ça soit accordé, entre guillemets. Il n'y a jamais la phrase qui suit « qu'est-ce que je peux faire ?» C'est ça? Non, c'est rarissime. Moi, j'ai eu un cas d'un enfant adulte qui a continué, les parents savaient, c'était quelqu'un qui faisait autorité, qui avait violé, donc c'est une situation assimilable à de l'inceste parce que c'était quelqu'un de très proche. Les parents étaient parfaitement au courant, le père avait surpris l'autre en train de violer sa fille, il avait refermé la porte, il n'était pas intervenu. Et quand l'enfant devenu adulte disait « non, j'ai quand même pas une vie facile »,
les parents disaient, bah non, quand même, arrête de te plaindre, t'as une vie formidable, on a été des parents formidables. Bah non, pas trop, quoi. Vous avez laissé cet homme me violer pendant des mois, des années, vous n'êtes pas intervenu, vous l'avez gardé comme ami alors que vous le saviez. Bon, bah c'est vieux, maintenant il est mort, on parle à autre chose. Et qu'on finit par essayer de déshériter pour ingratitude cette femme parce qu'elle avait osé révéler l'inceste. Ça, c'est une violence qui est indicible, mais qui est une violence qui existe, qui fait trace longtemps. Qui fait trace. Donc, c'est un terme que j'ai utilisé il y a longtemps, qui est maintenant souvent réutilisé par d'autres. C'est comme une bombe à retardement, c'est un champ de mine. La vie d'une personne qui a été victime de traumatisme, entre autres de nature sexuelle. Et à tout moment, ça peut péter. Ça peut exploser dans la vie, ce qui est extrêmement violent. Et ce qui est d'autant plus violent, c'est quand les faits sont passés il y a longtemps, mais que le parent devient âgé, il y a une sorte d'inversion. Bah, c'est à toi de prendre soin de moi maintenant, c'est à toi oui, bon, arrête de me parler de ça, c'est vieux, faut passer à autre chose, maintenant je vais bientôt mourir, je suis vieille, faudrait oublier, arrête de ruminer. Ça, c'est des choses que les victimes entendent beaucoup, hein, dans les cas de victimes qui ont 40, 50 ans et des parents qui sont plus âgés et qui n'ont pas agressé, mais qui ont laissé faire et qui veulent plus en parler. Vous disiez qu'il y a une infime partie des mères qui écoutent, qui croient d'emblée et qui vont se battre. Mais vous en parlez dans ce livre, notamment aussi avec le travail d'Édouard Durand, le juge qui est le président de la commission de la Ciivise. Le système, en tout cas français, condamne quelque part les mères. Alors, oui, c'est extrêmement important de l'expliquer, ça. Il y a toutes ces mères dont on a parlé jusqu'à présent, qui, du fait de leur histoire personnelle, n'ont pas ce côté maman, ils sont en incapacité, pour reprendre l'expression encore une fois d'un patient, il manque une case, en incapacité de protéger. On a beau les retourner dans tous les sens comme un aveugle, elles comprennent pas, elles n'arrivent pas authentiquement à se positionner comme maman. Ça, c'est peine perdue. Ça veut pas dire ne plus être en contact, mais ça sera jamais des mamans. Elles peuvent pas, pour X raisons. Et puis, il y a d'autres femmes qui ont ce rôle-là, qui ont un rôle, souvent elles ont été victimes aussi, et donc elles savent l'importance d'être maman. Et elles se sont mises avec un homme violent sexuellement, violent psychologiquement, violent physiquement. C'est un modèle malheureusement classique parce qu'elles ont été rejetées, donc très isolées aussi par cet homme. C'est du grand classique. Et elles le quittent ou à cause de ça ou juste après ça, parce qu'il a agressé leur enfant sexuellement dans une sorte de continuité. Elles se sont mises en couple avec quelqu'un de pervers. Elles n'ont connu que ça, donc elles répètent un modèle. Elles sont très isolées familialement, donc il n'y a que lui. C'est se rendre absolument indispensable. Souvent, il y a de la violence conjugale qui conduit à la séparation. Et là, très souvent, l'enfant va être utilisé, surtout les petits, comme objet pour détruire la mère. Et comme ces hommes savent que 99% des cas, c'est des hommes, le modèle, c'est des hommes agresseurs, des femmes agressées, c'est plus rare l'inverse. L'enfant petit est utilisé comme objet pour détruire la mère. Donc, il va être utilisé, souvent agressé sexuellement. Alors, il y a beaucoup d'agressions qui font pas de traces. Et le système pénal actuel, français, il est basé sur la présomption d'innocence. S'il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de poursuite. Donc, vous avez un enfant petit qui a un comportement bizarre ou qui dit des choses. Papa, bobo, zézette, ou papa, bobo, cucu, enfin, avec des mots d'enfant. Un comportement très évocateur pour les spécialistes. Des fois, il y a des traces, mais d'irritation, de choses qui ne sont pas franches. Les traces caractéristiques sont rarissimes. Donc, quand il n'y a pas de traces caractéristiques, il y a beaucoup d'éléments indicateurs, une parole d'enfant et une personne mise en cause. La triptyque, la mise en cause, les faits et la personne victime. Le magistrat ne peut pas poursuivre dans le système actuel si il ne peut pas faire l'imputabilité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de trace ADN, s'il n'y a pas de reconnaissance par l'auteur, il ne peut pas poursuivre. C'est pas forcément qu'il veut pas. Le système fait qu'il ne peut pas. Donc, ces mamans-là qui ont quitté leur conjoint violent, souvent très pervers sexuellement, qui ont des petits, parce que la difficulté, c'est avec les petits, ce qu'on appelle le préverbal, 0,4 ans, 0,5 ans, et on en parle aussi dans le livre avec le témoignage de la maman. Elles essayent de protéger leur enfant, elles appellent les associations, elles présentent plus l'enfant, elles font ce qu'on leur demande de faire au niveau de la protection de l'enfance, mais ça se retourne contre elles. Les avocats des pères sont très bien informés et connaissent le système, donc ils vont dire la mère est aliénante,
la mère est Münchhausen par procuration, ce qui est un trouble délirant, qui est très rare, mais c'est actuellement utilisé puisque le terme d'aliénation, on n'a plus le droit de l'utiliser. N'a pas été validé par la communauté scientifique internationale. Et ces mères sont, et le juge Édouard Durand le dit très bien avec Nathalie Mathieu dans les conclusions de la Civis, elles sont contraintes au silence. C'est-à-dire qu'elles vont être mises en garde à vue, elles vont être condamnées, elles vont être mises en prison, elles vont être submergées de dettes pour avoir un avocat pour protéger leur enfant. Et au bout d'un moment, finir par, certaines, pas toutes, certaines par lâcher leur enfant au sens de je veux plus savoir, je peux plus quoi, j'ai tout fait depuis 3-4 ans, je fais tout parce que c'est des combats qui durent longtemps pour te protéger. Au final, il y a rien que des accusations. On les pousse à la ruine financière. Souvent, ce qu'elles essaient de faire professionnellement, elles perdent leur travail. C'est redoutable comme violence institutionnelle judiciaire qui est faite à ces mères qui essayent d'être protectrices. Donc, quand le juge Édouard Durand dit protéger l'enfant, il faut protéger la mère. Il a raison parce que les mères protectrices, actuellement, du fait du système, pour les tout petits, ne sont pas protégées. Et on a beaucoup de professionnels, pas tous, mais un certain nombre qui ont été formés avec certaines représentations. Et quand ils apprennent que la mère a été victime, moi je lis assez souvent dans les rapports, la mère projette sur l'enfant les violences qu'elle a subies. Mais il n'y a pas l'idée de la mère s'est mise avec quelqu'un de tordu et de pervers qui a continué les violences qu'elle subissait. Donc l'enfant est en danger. Cette lecture-là, ils l'ont pas. Mais la mère manipule l'enfant, ça c'est un a priori d'emblée. Donc le système actuel des mères qui vont être silencieuses face à l'inceste, là c'est plutôt des mères qui le sont en seconde intention. Au début, elles sont protégées et elles ont été condamnées au silence par le système judiciaire qui pourtant dit de protéger l'enfant. Donc en effet, si on ne protège pas ces mamans protectrices, on expose les enfants à être encore maltraités. Et actuellement, c'est apocalyptique ce qui se passe en termes de protection de l'enfance à ce sujet-là. Et ça illustre bien ce que vous dites sur le silence. On continue le silence dans l'autre sens, là où la parole pourrait naître et être valorisée et être crue. Elle est stigmatisée. C'est encore une autre forme de violence. Voilà, c'est tout à fait juste. C'est une contamination du silence. C'est-à-dire que l'enfant parle par le corps ou avec des mots. La mère explique ce qu'elle voit. Elle parle. On dit de parler. On dit qu'il faut parler. Mais leurs paroles se retournent contre elle avec des représentations qui sont extrêmement particulières. C'est pour ça que le livre est aussi une alerte au niveau social, de dire mais il faut à un moment donné comprendre qu'on dit aux gens de parler, mais quand on parle, des fois on est plus en danger. Parce qu'il y a des mères qui ont parlé, ont porté la parole de leur enfant petit, qui se sont vues ôter leur enfant qui est placé, ou chez le père agresseur, ou mis en cause, ou en foyer, parce qu'elles ont osé parler. Donc, c'est une double peine, c'est-à-dire que parler actuellement, c'est un haut risque pour les victimes, quand elles sont grandes, de ne pas être entendues, d'être rejetées. Et c'est aussi un haut risque pour les mamans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on voit actuellement énormément de mamans qui parlent, qui disent, et moi en tant que professionnelle, et il y a eu d'autres professionnels, je pense au docteur Ferricini, docteur Isard, qui ont été condamnés pour avoir osé relayer des signalements, c'est-à-dire qu'on nous dit de signaler. En tant que professionnel, on parle et on signale, mais on est massacré actuellement par système, extrêmement maltraité, voire massacré, c'est un terme fort, mais qui est une réalité. C'est dur de se dire qu'il y a des choses à faire et qu'on est emprisonné dans un système qui favorise encore une fois la parole des agresseurs hommes plutôt. Si on doit terminer cet entretien, qu'est-ce qu'on doit dire aux enfants victimes qui voudraient parler à leur mère ? Il y aurait plein de choses à dire. Je pense que c'est important pour l'enfant de l'aider à parler, à dire, mais de lui permettre de comprendre, alors ça va dépendre de l'âge de l'enfant, que sa parole ne sera pas forcément comprise tout de suite. Moi, j'ai des petits patients qui ont parlé à leur éducateur, qui ont parlé au juge et qui se sont retrouvés placés pour avoir osé parler. Donc, ils n'ont pas du tout été protégés. Donc, on peut parler, c'est important parce que ça réhumanise aussi de parler, de dire les choses, mais que souvent, les adultes peuvent ne pas comprendre et qu'il ne faut pas perdre espoir si on ne comprend pas. Ça, c'est pour les adultes en général. Et probablement que la mère, dans ces cas-là, est celle qui est presque la plus sourde, le plus à risque de ne pas pouvoir entendre. Mais c'est quand même très important d'essayer
et pour accompagner des victimes qui sont adultes, il y a un moment donné de s'autoriser à faire le deuil de cette mère qui sera jamais une maman, ce qui ne veut pas dire ne plus la voir, mais de pouvoir s'apaiser, de pas être dans une quête désespérée perpétuelle. Quand je vois des patients qui ont 60, 65 ans, qui continuent d'essayer, ça fait 40 ans, qui se heurtent à un mur d'une mère qui refuse de reconnaître authentiquement la gravité et qui banalise ou qui veut passer à autre chose, qui pense d'abord à elle, à son petit confort personnel et qui voit pas la détresse et la souffrance de son enfant, qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi, même si c'est très douloureux, faire le deuil d'une maman, se dire qu'on a peut-être une mère, mais qu'on n'a pas une maman, mais que la vie est possible. Et je pense que c'est important de dire aux personnes qui ont été victimes d'inceste, comme d'autres types d'événements traumatiques, qu'on ne répare pas, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend même de professionnels. On apprivoise les troubles, on peut vivre avec des situations si dramatiques qui ont pu être vécues, et certaines fois, on apprend à se construire seul. Donc les ressources, quand on se rend compte que du côté familial, et dans l'inceste c'est fréquent, et maternel, il n'y en aura pas, il faut permettre qu'il y ait des tuteurs quelque part psychiques de résilience, qui fassent le relais auprès de l'enfant. Alors des fois, c'est quelqu'un à l'école, un enseignant, des fois c'est un infirmier scolaire, des fois c'est un ami ou quelqu'un d'autre, qui permettent de se réhumaniser. Il faut essayer, mais si ça fonctionne pas, à un moment donné, il faut lâcher prise parce que vous allez souffrir toute votre vie. Donc si la mère, à un moment donné, vous lui avez parlé, vous lui avez reparlé, et que c'est toujours pareil, ou culbuto, il y a un moment donné, il faut s'autoriser à s'apaiser soi-même en disant, ok, psychiquement, j'ai pas de maman, j'ai une mère, bon, à voir si je veux garder ou pas des liens avec elle. Voilà, comme quelqu'un d'aveugle qui verra jamais, elle n'est pas en capacité d'entendre. Il faut essayer, mais de permettre de comprendre que si on n'y arrive pas, les adultes peuvent avoir du mal à comprendre, qu'à un moment donné, on est entendu. Mais c'est dans le contexte actuel, en protection de l'enfance, une vraie problématique. Et par rapport aux mères, j'espère que les mères liront ce livre sans provoque. Je pense que en cadeau de fête des mères, ça peut être aussi important certaines fois pour essayer de dire, de recréer des liens et de pouvoir s'entendre et s'autoriser à parler. Il est toujours temps de pouvoir expliquer, de pouvoir dire à l'autre à quel point on souffre. Mais la grande difficulté, c'est que quand on le fait, et moi je le vois avec beaucoup de victimes adultes, il faut se préparer à ce qu'en face, la personne ne puisse pas entendre. Si elle peut entendre, c'est tant mieux, c'est exceptionnel. Si elle ne peut pas, il faut s'y être préparé pour pas trop souffrir. Merci beaucoup. Merci Clémentine. Pour cet entretien qui était important et intense, mais j'espère sincèrement que ça pourra aider un petit peu. Merci à vous. Merci Clémentine. C'était Hélène Romano, psychologue et autrice du livre Inceste, quand les mères se taisent. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. D'ailleurs, d'après Spotify, la matrescence fait partie des 1% de podcasts dans le monde les plus partagés, via WhatsApp notamment. Alors un très 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 grand merci. Et pour soutenir le podcast, rendez-vous sur Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. On a repris les cercles de la matrescence, c'est un jeudi par mois. On discute d'un thème particulier, souvent entre femmes, c'est vrai. Je sais qu'il y a des hommes qui ont demandé à participer mais qui se sont dit que non, c'était pas leur place, donc aucun souci. Mais en tout cas, on parle entre parents de sujets divers et variés, c'est vraiment intéressant, j'adore ce jeudi. Si vous cherchez un épisode, rendez-vous sur lamatrescence.fr. À la semaine prochaine. Surtout, prenez soin de vous.